La Grénothèque de la médiathèque de Lourdes vous propose aujourd'hui des potagers perchés. On va essayer d'aborder aujourd'hui tout ce que l'on peut faire sur un balcon ou une terrasse et encore sur ces nouveaux potagers sur pied que l'on vous propose maintenant dans les jardineries. Alors c'est parti, c'est tout chaud et c'est Radio Gréno. Alors vous excuserez un peu ma voix voilée, on est en plein pic pollinique de bouleau et comme 8% des Français, je suis allergique au bouleau. Enfin bouleau EAU parce que bouleau au thé, il y en a sans doute beaucoup plus. Je vais profiter aussi de cette incursion sur les balcons potagers pour vous parler des légumes perpétuels qu'on peut aussi inviter dans son jardin. Alors perpétuel, c'est un terme que je trouve assez hideux, ça fait penser à des peines de prison incompressibles. Si on me demandait mon avis, je préférerais les légumes forever. C'est nettement plus glamour. Les légumes perpétuels sont en général de plus petite taille que les légumes classiques, ce qui est intéressant pour la culture en pot ou en jardinière, en sol peu profond donc. De plus, si ces légumes restent en place, vous n'avez pas des jardinières toutes vides d'un seul coup et peu décoratives. J'ai commencé à m'intéresser à la question des potagers sur balcon lors du premier confinement, où j'ai lancé une culture de salade à couper qui m'a donné de grandes satisfactions. J'avais acheté un peu sur un coup de tête des rubans de graines. Alors ça c'est très intéressant pour planter sur jardinière et pour ne pas gaspiller des graines. Des rubans de graines donc qui se présentent sous forme d'un mince papier sur lequel adhèrent des graines et qui vous permettent de faire des rangées bien nettes. Dans le paquet que j'avais acheté, il y avait 3 mélanges de graines différents qui étaient donc présentés sur des rubans séparés. Au début, j'étais un peu sceptique et puis j'ai vu pousser mes belles salades et j'avoue que ça m'a bien remonté le moral à un moment où tout le monde était enfermé et où l'humeur était plutôt grise. J'avais bien entendu veillé à choisir un terreau pour usage horticole, agréé pour culture biologique, tant qu'à faire. Et j'avais veillé à mettre une bonne couche de drainage léger sous forme de billes d'argile pour ne pas trop charger le balcon. Les débuts ont été décevants, j'attendais vainement de voir pointer les pousses vertes, et puis tout d'un coup on a eu un feu d'artifice de feuilles de salade allant du vert tendre au pourpre brun, et ma foi c'était fort réjouissant de manger à midi les productions de son balcon. Dans ces espaces très exposés, ce qui est difficile, c'est de lutter contre la chaleur, surtout si vous avez un balcon au sud. Donc il va falloir choisir des plantations adaptées à ce genre d'exposition, ou alors sortir le parasol pour offrir un petit peu d'ombrage à vos plantes dans la journée. Aux salades du printemps ont succédé sur mon balcon des petites tomates, ainsi que du physalis du Pérou, et je ne désespère pas d'élargir la gamme de mes légumes pour les temps à venir. J'ai trouvé une grande source d'inspiration par l'intermédiaire d'un site qui se trouve sur YouTube. Le site en question, c'est HER, 86 mètres carrés. Et la personne qui tient ce site, c'est une dame apparemment vietnamienne, nous montre sur 8 mètres carrés une remarquable leçon de jardinage et de recyclage. Ce qui fait en effet le succès de culture potagère réussie, c'est avant tout un sol vivant. Or, quand on utilise du terreau, les micro-organismes et les vers de terre sont absents du contenu des sacs, souvent parce que le terreau a été stérilisé avant d'être emballé pour éviter moisissures et autres problèmes. Ce qui est proposé dans R86 mètres carrés, c'est un ensemencement à l'aide d'un compost maison fait suivant la méthode Bokashi. Alors vous pourrez voir sur le site, il y a d'autres épisodes où on vous montre comment mener à bien ce compost. C'est une fermentation anaérobie des déchets ménagers qui ensuite est incorporée à la terre des jardinières et qui va permettre une terre tout à fait vivante. C'est une méthode qui est peu connue en France, mais vous pouvez peut-être mettre en place un lombricompostage, enfin si tant est que vous ayez envie de le faire. Le lombricompostage, c'est quelque chose qui est au point. On commercialise en France des composteurs
de cuisine qui marchent sur ce principe-là. Bon, le souci, c'est que tout le monde n'aime pas la vue de petits vers en train de frétiller, mais c'est quelque chose de tout à fait efficace et qui va vous permettre, à partir de vos déchets ménagers, d'avoir un compost extrêmement nutritif, ainsi qu'une tisane de verre, j'adore le mot, qui va vous permettre aussi de fertiliser non seulement les jardinières extérieures, mais aussi les pots de fleurs que vous pouvez avoir dans votre maison. En ces périodes où on essaie de réduire au maximum les déchets ménagers, je trouve que c'est une alternative intéressante pour alléger nos poubelles. Voilà, mais bon, si vous ne voulez pas installer de compost chez vous, vous avez toujours la possibilité de vous faire donner par des amis ou par la famille du compost maison, agrémenté de quelques petits verres et qui pourront améliorer les terreaux que vous pourrez trouver dans le commerce. Et comme je pense l'avoir déjà dit, ce qui est intéressant aussi dans les terres de jardin, c'est la présence de particules d'argile, chose que l'on trouve rarement dans les terreaux du commerce. L'argile va vous permettre de conserver de l'humidité et apporter aussi des minéraux qui vont être bénéfiques à vos légumes. Pour les rois du bricolage, il est toujours possible de faire son composteur soi-même. Il y a des modèles de lombricomposteurs en ligne à base de caisses de rangement et à vous les terreaux fertiles et les poubelles moins lourdes à descendre. Le problème du terreau réglé, il faudra aussi penser à un paillage. C'est intéressant quand on est sur un balcon d'éviter la trop grande évaporation ainsi que le feu du soleil sur un terreau sombre qui va beaucoup chauffer. Ce dont je vous ai déjà parlé, c'est la paillette de lin. C'est un matériau qui est très intéressant, qui malheureusement est vendu en grands sacs, donc vous n'en aurez peut-être pas l'usage pour vos jardinières. C'est vrai que ce serait bien de trouver en petit conditionnement ce genre de produit, parce qu'on n'a pas toujours envie d'avoir 50 litres de paillettes de lin stockées sur sa terrasse. La paillette de lin est issue d'une opération qu'on appelle le teillage et qui consiste à enlever l'écorce extérieure du lin et de la séparer de la fibre textile. Et donc le produit qui en résulte, ce sont des petites brindilles de couleur crème qui grisent au soleil, qui ont le bon goût de se composter au bout d'un certain temps et d'alléger le sol. Ce matériau est également utilisé comme isolant dans les constructions écologiques, par exemple pour remplir des doubles cloisons. Faute de paillettes de lin, vous trouverez peut-être des paillettes de chanvre qui sont légèrement plus grises et surtout plus grossières, donc moins adaptées peut-être à la couverture de jardinière que vous aurez très près des yeux. Mais bon, faute de grives, n'est-ce pas? Là encore, de grands conditionnements, donc peut-être quelque chose qui excédera largement vos besoins. C'est peut-être l'occasion de vous mettre à plusieurs pour acheter ce genre de produit. Ou encore d'utiliser l'excédent pour la litière du chat. Que planter sur ce balcon? Donc toujours pareil, fines herbes aromates, plantes aromatiques, ça ce sont les grands classiques. La gamme s'élargit toutefois peu à peu. Moi j'ai vu récemment de la menthe au chocolat qui avait vraiment une odeur très très particulière. On peut se faire plaisir. Sachez que la menthe, si on ne l'utilise pas en tisane, peut servir à parfumer de l'eau de boisson en été. Vous rincez rapidement la menthe sous un filet d'eau et ensuite vous la plongez dans un pichet d'eau que vous mettez à rafraîchir. 0 calories, du parfum, que du bonheur. Les boissons de ce type se trouvent souvent sur les sites ou dans les livres de cuisine sous le titre de eau détox pour détoxification et proposent des trempettes à base de fruits, de légumes et d'herbes aromatiques qui sont tout à fait sympathiques. Donc peut-être aurez-vous envie de marier à votre menthe du concombre ou du melon, de quoi être créatif pour des boissons très esthétiques. Personnellement, je vais tenter bientôt le mariage de la fraise et du thym citron. Ces deux s'accordent très bien dans une salade de fruits, mais dans une boisson, on fera l'économie du sucre et pour la santé, ce n'est pas plus mal. Le thym citron, vous pouvez le tenter sur votre balcon. Il en existe des variétés panachées de doré qui sont particulièrement esthétiques. On peut l'utiliser avec des viandes blanches ou encore en papillote avec du poisson. La ciboulette sera aussi à retenir.
coupés en petits morceaux avec du fromage blanc, des fromages frais de chèvre ou de brebis, ou incorporés dans la salade. La ciboulette a en plus le bon goût de fleurir avec des très jolies petites fleurs roses que l'on peut consommer également et qui ont un côté tout à fait croquignolé. Je déconseille d'essayer d'acclimater du thym prélevé dans la nature, d'abord parce que on saccage ainsi les espaces naturels et que ce n'est pas souhaitable, et en plus ce sont souvent des variétés de thym qui ont du mal à s'adapter au sol que l'on propose sur nos balcons ou sur nos terrasses. Donc laissez tranquille le thym dans la nature et procurez-vous plutôt soit du thym de semis prélevé dans un potager, soit du thym acheté en jardinerie, ou encore ces petites brindilles qui prennent racine à la base des touffes de thym et que des amis ou de la famille pourront vous donner. Le thym est un excellent désinfectant qui a la réputation de venir à bout du staphylocoque doré, bon, à vérifier, mais dans tous les cas, il est très utile quand on est malade et puis aussi, effectivement, dans la cuisine. Pensez à la livèche qui est une forme de céleri perpétuelle, famille des apiacées, au cresson alénois qui va rajouter un peu de piquant dans vos salades et qui, contrairement au cresson des fontaines, n'a pas besoin de barboter dans l'eau pour pouvoir pousser. Encore du piquant avec la fleur de capucine ou l'oseille dont on pourra conserver un petit pot. Il y a là. Gencive mais qui est plutôt sur le côté acide et qui permet d'agrémenter des poissons de façon intéressante. L'oseille était souvent utilisée avec le poisson car dans les farces, elle servait à dissoudre les petites arêtes qui pouvaient gêner la dégustation tout en relevant les saveurs. Quelques feuilles de roquette pourront réveiller vos salades et savez-vous que les fleurs de roquette ont un goût de noisette. On peut se servir des feuilles pour faire du pistou. Pour continuer dans la verdure, on pourra semer des épinards ainsi que du persil. Alors le persil pose souvent problème. Le secret, c'est de faire tremper les graines et de garder le semis humide tout au long de la germination. Alors ça peut être en posant un papier journal et en le maintenant mouillé à la surface du sol ou en couvrant le semis d'une feuille de plastique. Les graines sont en effet très dures et mettent du temps à libérer leurs germes. Carottes et radis vont être possibles à condition de choisir des petites variétés. La carotte grelot par exemple, qui est une petite carotte toute ronde, ou les petits radis ronds pourront être tentés. Attention à la grosse chaleur qui va compromettre la poussée de ces légumes. C'est préjudiciable en particulier chez le radis, car s'il souffre trop de chaleur, il va devenir extrêmement piquant. Mais voyons du côté des légumes perpétuels. Alors je vous ai déjà parlé de la livèche, le céleri perpétuel, qu'on appelle aussi l'herbe à magie, mais il y a d'autres légumes que vous pouvez tenter sur votre terrasse, qui sont résistants, rustiques, et qui surtout vont durer longtemps, et qui ne déserteront pas vos jardinières après la récolte. Alors je voudrais vous parler de l'ail et de l'oignon rocambole. L'oignon rocambole, je l'ai aperçu pour la première fois dans les années 80 dans un vieux jardin du côté de Saint-Savin. J'ai été très étonnée d'apercevoir à l'extrémité des feuilles en tube d'un oignon, un petit oignon qui s'était formé et que j'ai pu voir grossir au fil des semaines. À un moment donné, l'oignon est devenu suffisamment gros pour casser la tige à laquelle il était accroché, et la tige, une fois pliée, il s'est replanté un petit peu plus loin dans le jardin où il a commencé à son tour à grandir. Cette tactique de propagation m'a beaucoup étonnée. C'est en effet fort différent des semis et c'est quelque chose que l'on va retrouver aussi chez l'ail rocambole et puis aussi sous une forme un peu différente chez le poireau perpétuel. Le poireau perpétuel multiplie les bulbes au niveau de ses racines et quand vous arrachez un poireau perpétuel, vous laissez en fait en terre les tas de petites bulbilles qui étaient accrochées à ses racines. Et très vite, vous avez de nouveaux poireaux qui se mettent à pousser. Cela n'empêche pas qu'ils forment des fleurs et qu'ils se sèment également, mais deux précautions valent mieux qu'une. Dans la nature, on le trouve souvent dans les espaces dégagés, comme les vignes,
quand elles ne sont pas désherbées, et cela faisait partie des glanes traditionnelles que d'aller faire les petits poireaux en famille afin de les manger en vinaigrette comme des asperges. On peut inviter sur son balcon la blette à couper, qui est de petite taille mais que l'on peut ramasser maintes fois. Les choux frisés dont on ramasse les feuilles et qui ne font pas de pommes, ou encore une vieille variété qu'on appelle le chou de Daubenton. Mais attention, après la pluie, les choux sentent fort. Une vivace à essayer, le mertensia, qu'on appelle aussi plante à huître, un beau feuillage un peu épais, gris-bleu, ce que l'on appelle le vert glauque en fait, un vert bleuté, et qui a un goût d'huître très marqué que l'on peut rajouter dans ses salades. De belles fleurs bleues par ailleurs. La meilleure façon de la cultiver, qui est préconisée par les spécialistes, consiste à la semer en place parce qu'apparemment elle goûte peu d'être transplantée ou déplacée. Mais à tenter toutefois, on en trouve de plus en plus souvent dans les jardineries. On peut aussi inviter sur le balcon une plante à tout faire, la mauve de Mauritanie, dont on va pouvoir manger à la fois les fleurs dans les salades ainsi que les feuilles, soit en salade, soit incorporées à des soupes afin de les épaissir. C'est un légume que l'on ne connaît guère ici, mais qui a toute son importance en Mauritanie. La famille des mauves que l'on a au bord de nos fossés, elle est pleine de qualités. Il faut savoir que la mauve, par exemple, rentre dans la composition des tisanes pulmonaires et que la guimauve, qui est pleine de mucilage et qui donne le chamallow, oui, qu'on connaît bien, a aussi des qualités adoucissantes. La mauve de Mauritanie a de belles fleurs d'un violine intense et ne sont pas sans rappeler une autre de leurs cousines, la rose trémière. Inutile de vous dire qu'elle supportera sans broncher les après-midi caniculaires de l'été sur votre balcon. Les légumes que l'on vous présente comme perpétuels, en fait, sont des vivaces de longue durée, et donc, comme toutes les vivaces, pour prolonger leur vie, il va falloir les entretenir, séparer les touffes quand elles deviennent trop importantes. Cela va être le cas, par exemple, avec la ciboule de Saint-Jacques, ou encore bouturer les plantes qui commenceraient à faire grise mine. Ça peut être le cas des aromatiques, ou encore du chou de Daubenton, qui bénéficie d'être bouturé de temps en temps. Voilà, j'ai fait l'impasse sur les tomates qui ont été traitées dans un numéro précédent. J'espère que cela vous aura donné des idées et des envies. C'était Annick Baléry pour Radio Gréno. À bientôt!